La vampire par Arthur Conan Doyle. Holmes venait de lire attentivement une lettre que lui avait apportée le dernier courrier. Avec ce ricanement sec qui était chez lui la forme approximative du rire, il me la jeta. Voilà bien, me dit-il, le mélange le plus extraordinaire de moderne et de médiéval, de positif et de fantastique. Qu'en pensez-vous, Watson? Je lus ce qui suit. 46 Old Jewry, 19 novembre, affaire vampire. Monsieur, notre client, M. Robert Fergusson, l'un des associés Fergusson et Muirhead, courtier en thé, Mincing Lane, nous demande, dans une communication de ce jour, certains renseignements touchant les vampires. Ceci échappant à notre compétence, car nous nous spécialisons dans les questions de taxes sur les machines, nous avons conseillé à M. Fergusson d'aller vous soumettre l'affaire qui l'intéresse. Nous nous rappelons encore le succès de votre intervention dans l'affaire Mathilda Briggs. Veuillez, monsieur, nous croire fidèlement à vous, Morrison et Todd, par E.J.C. Mathilda Briggs n'était pas une jeune femme, reprit Holmes, d'une voix lointaine et comme lourde de souvenirs. C'était un navire, dont le nom me rappelle cette affaire du raz géant de Sumatra pour laquelle l'opinion n'est pas encore mûre. Quant aux vampires, que savons-nous d'eux? N'échappent-ils pas aussi à notre compétence? Sans doute, tout vaut mieux que la stagnation. Mais ici, vraiment, il semble qu'on nous plonge dans un conte féerique de Grimm. Allongez le bras, Watson. Voyez ce que la lettre V peut avoir à nous dire. Je me penchai sur ma chaise et j'attirai à moi le grand répertoire auquel Holmes faisait allusion. Il le mit en équilibre sur ses genoux, après quoi ses yeux parcoururent lentement, amoureusement, les pages où se joignaient, à la mention de vieilles affaires, des renseignements amassés au cours de toute une vie. Voyage de Gloria Scott, lut-il. Une fâcheuse histoire. Je crois que vous en avez parlé, Watson, bien que je n'eusse pas à me féliciter de son issue. Victor Lynch, le faussaire. Venimeux. Le lézard venimeux ou Gila. Une affaire bien curieuse. Victoria, la belle écuyère de cirque. Vipère. Bigorre, le prodige d'Hammersmith. Ah, parbleu, je le savais bien. Cher vieux répertoire, jamais en défaut. Écoutez ceci, Watson. Vampirisme. Le vampirisme en Hongrie. Et plus loin, le vampirisme en Transylvanie. Holmes feuilletait habilement le registre. Cependant, après un instant de cette consultation fiévreuse, il le reposa près de lui en grognant. Je compris qu'il était déçu. Des blagues, Watson, des blagues. Qu'avons-nous à faire de cadavres errants auxquels il faut planter un pieu dans le cœur pour les retenir dans la tombe? C'est pure démence. Mais, répondis-je, il ne me semblait pas que le vampire fût nécessairement un mort. Un vivant pouvait très bien avoir des habitudes de vampirisme. J'ai lu, par exemple, que des vieillards suçaient le sang de jeunes gens pour s'infuser leur jeunesse. Vous avez raison, Watson. Une note de mon répertoire signale cette légende. Mais comment s'arrêter à de pareilles fariboles? L'agence Holmes tient des deux pieds à la terre. Elle doit continuer d'y tenir, ayant suffisamment à faire avec le monde d'ici-bas. Que les revenants s'adressent ailleurs. Je crains qu'il ne nous soit difficile de prendre au sérieux M. Robert Fergusson. Ah, voici encore une lettre. Il se peut qu'elle soit de lui, et qu'elle nous instruise plus ou moins de ce qui le préoccupe. Holmes, tout en parlant, avait pris sur la table une lettre qui était restée inaperçue, tandis qu'il se livrait à ses réflexions sur la première. Il se mit à la lire avec un sourire d'abord sceptique, qui peu à peu s'évanouit pour faire place à l'expression d'un intérêt très vif et d'une extrême concentration de la pensée. Sa lecture achevée, il demeura songeur un moment, la lettre pendue au doigt, enfin, sortant de sa rêverie comme en sursaut. « Cheeseman, à Lamberley, fit-il. « Où est Lamberley, Watson? »« Dans le Sussex, au sud de Horsham. »« Pas très loin, n'est-ce pas? Et Cheeseman? Je connais la région. Elle abonde en vieilles maisons qui portent encore les noms de leurs constructeurs. Morts il y a des siècles, Audley, Harvey, Carrington. Les gens sont oubliés, les noms survivent. En effet, dit Holmes froidement. C'était une particularité de sa nature excitante et fière que s'il s'empressait toujours d'accueillir et d'étiqueter dans sa mémoire un renseignement utile, jamais il n'en marquait aucun gré à celui qui le lui fournissait. « J'ai idée, dit-il, que nous en saurons davantage sur Cheeseman,
avant d'en avoir fini avec cette affaire. La lettre est bien comme je l'espérais de M. Robert Fergusson. À propos, il prétend vous connaître. Moi, lisez plutôt ce qu'il m'écrit. Holmes me tendit la lettre, elle portait l'en-tête Cheeseman, Lamberley. Je lus. Cher Monsieur Holmes, c'est sur le conseil de mes hommes de loi et au nom d'un de mes amis que je fais près de vous cette démarche. Il s'agit d'une affaire si délicate, si exceptionnelle, que je ne sais comment l'exposer. L'ami qu'elle concerne épousa il y a 5 ans une Péruvienne, fille d'un négociant du Pérou, avec lequel il avait noué des relations pour une importation de nitrates. La jeune femme était belle, mais les différences d'origine et de religion ne tardèrent pas à créer une incompatibilité de goût et de sentiments entre elle et son mari. Peut-être l'affection qui lui portait se refroidit-elle, peut-être en vint-il à considérer leur union comme une méprise. Il se rendait compte qu'il y avait chez elle des coins de caractère mystérieux et impénétrables. Il en souffrait d'autant plus qu'elle est la plus aimante des femmes et selon toute apparence la plus dévouée. Et voici le point sur lequel je m'expliquerai mieux de vive voix, car je ne veux ici que vous donner un aperçu de la situation, pour que vous me disiez si oui ou non l'affaire vous intéresse. La jeune femme, habituellement douce et bonne, commença de manifester certaines dispositions tout à fait contraires. Mon ami avait eu un enfant d'un premier lit. C'est un garçon de 15 ans, gentil, affectueux, resté malheureusement infirme à la suite d'un accident dont il a été victime dans son jeune âge. Par 2 fois, le père surprit sa seconde femme en train de maltraiter le pauvre petit sans ombre de prétexte, et l'une de ces 2 fois, elle lui fit une grande marque au bras en le frappant avec une canne. Mais ceci n'est que peu de chose comparé à la façon dont elle se conduisait envers son propre fils, un charmant bébé d'1 an. Il y a 1 mois environ, la nourrice du bébé l'avait un jour laissé seule quelques minutes. Un cri aigu, qui semblait arraché par la douleur, la rappela dans la chambre. Au moment où elle s'y précipitait, elle vit sa maîtresse penchée sur le bébé, comme pour lui mordre le cou. Et le fait est qu'il portait au cou une blessure dont le sang jaillissait en abondance. La nourrice, saisie d'horreur, voulut d'abord appeler le mari. La femme la supplia de se taire, et lui remit même 5 livres pour prix de son silence. Mais jamais elle ne lui donna la moindre explication de l'incident qui en resta là. Il avait pourtant fait une terrible impression sur l'esprit de la nourrice. Elle aimait beaucoup l'enfant et dès lors monta près de lui une garde plus sévère, tout en surveillant de près sa maîtresse. Elle crut ainsi s'apercevoir qu'elle était elle-même, de la part de sa maîtresse, l'objet d'une active surveillance, et que chaque fois qu'elle devait quitter un instant le bébé, la mère essayait d'en profiter. Jour et nuit elle protégeait l'enfant, jour et nuit la mère, taciturne, avait l'air de le guetter, comme le loup un agneau. Cela peut vous paraître incroyable, tenez-le néanmoins pour très sérieux. La vie d'un petit être et la raison d'un homme en peuvent dépendre. Vint enfin un jour, un affreux jour, où les choses ne purent être cachées plus longtemps à mon ami. La nourrice était au bout de ses forces, la tension nerveuse qu'elle s'imposait devenait intolérable. Elle parla. Mon ami commença par ne voir, dans ce qu'elle lui raconta, que ce que vous y verrez sans doute, une histoire absurde. Il connaissait le cœur de sa femme. Il savait que, nonobstant les violences exercées par elle sur son beau-fils, elle était bonne et chérissait son bébé. Pourquoi donc lui eût-elle fait du mal? Mon ami répondit à la nourrice qu'elle rêvait, que ces accusations étaient d'une folle, qu'il ne supporterait pas qu'elle calomniât ainsi sa maîtresse. Tandis qu'il causait de la sorte, un cri douloureux retentit soudain. La nourrice et son maître coururent à la nurserie. Imaginez les sentiments de mon ami, M. Holmes, quand il vit sa femme, agenouillée devant le berceau, se relever brusquement à son entrée et le sang ruisseler du cou du bébé sur la couverture. Poussant un cri d'horreur, il tourna vers la lumière le visage de sa femme. Elle avait du sang, sur tout le pourtour des lèvres. C'était elle indubitablement, qui avait bu le sang du bébé. Tels sont les faits, monsieur Holmes. Aujourd'hui, la femme est confinée dans sa chambre, le mari a presque perdu la tête. Comme moi, il ne connaît guère du vampirisme que le nom. Nous n'y avions jamais vu qu'une superstition de sauvage. Et voilà que dans cette maison, au cœur du Sussex anglais... Mais tout cela pourrait se discuter demain matin. Voulez-vous mettre vos puissantes facultés au service d'un homme qui n'est plus lui-même? Si oui, soyez assez bon pour télégraphier l'adresse Fergusson, Cheeseman, Lamberley, et je serai chez vous à 10 heures.
Sincèrement vôtre, Robert Fergusson. PS. Si je ne me trompe, votre ami Watson faisait partie de l'équipe de rugby pour Blackheath à l'époque où, de mon côté, j'étais 3 quarts pour Richmond. Je ne vois que lui dont je puisse me recommander personnellement auprès de vous. Certes oui, je me le rappelle, dis-je en posant la lettre. Le grand Bob Fergusson, le meilleur 3 quarts que Richmond ait jamais eu. C'était une excellente nature, et cela lui ressemble bien de prendre si vivement à cœur les chagrins d'un ami. Holmes me regarda, pensif, puis il hocha la tête. Décidément, je vous connais encore mal, Watson, me dit-il. Il y a chez vous des profondeurs inscrutables. Allons, hâtez-vous de télégraphier en bon camarade, examinerons volontiers votre affaire. Votre? Nous n'allons pas laisser croire à Fergusson que notre agence est la maison des faibles d'esprit. Bien entendu, l'affaire dont il parle est son affaire. Envoyez-lui votre télégramme, et laissons tout en l'état jusqu'à demain matin. 10 heures sonnant, le lendemain matin, Fergusson entrait à grandes enjambées dans notre chambre. Je me représentais de mémoire un homme long et délié, que la promptitude de ses mouvements jetait sans cesse à l'improviste sur les derrières de l'adversaire. Rien de plus pénible que de retrouver à l'état de ruine un bel athlète qu'on a connu dans tout son éclat. Son grand corps se déjetait, ses épaules se voûtaient, ses cheveux couleur de lin se faisaient rares. Je dus produire sur lui un effet analogue car dès qu'il m'aperçut « Hé, Watson, fit-il, d'une voix toujours cordiale et profonde, vous avez quelque peu changé depuis le temps où dans Old Deer Park je vous envoyais par-dessus les cordes au milieu de la foule. Moi aussi, sans doute. Ces 2 derniers jours m'ont beaucoup vieilli. Je lis clairement dans votre télégramme, Monsieur Holmes, que je n'ai pas à feindre de remplir ici une mission. Causons à cœur ouvert, dit Holmes, c'est plus simple. Évidemment. Mais vous n'imaginez pas combien c'est rude quand il s'agit de la seule femme à qui l'on doive protection et assistance. Que faire? Comment mêler la police à une histoire semblable? Pourtant il faut bien défendre les petits. Est-ce folie, Monsieur Holmes, ou vice originel? Avez-vous connu des cas de cette espèce? Pour l'amour de Dieu, conseillez-moi, je ne sais plus que penser. Il y a de quoi, Monsieur Fergusson. Asseyez-vous. Tâchez de vous remettre et répondez à mes questions de façon précise. Je suis fort loin, je vous assure, de ne plus savoir que penser, et j'ai l'espoir que nous trouverons la solution du problème. Avant tout, dites-moi, quelles mesures avez-vous prises? Votre femme est-elle toujours près des enfants? Nous avons eu, elle et moi, une scène atroce. C'est une personne très affectueuse, Monsieur Holmes. Si jamais une femme aima un homme à la passion, elle-même. Elle fut frappée au cœur, le jour où je découvris son horrible, son invraisemblable secret. Elle refusa de s'expliquer. Elle ne répondit à mes reproches que par un regard éperdu et désespéré. Elle n'a plus consenti à me voir. Elle reçoit sa nourriture des mains d'une femme de chambre nommée Dolores, qu'elle avait dès avant notre mariage et qui, pour elle, est moins une servante qu'une amie. Alors le bébé ne court pas de danger immédiat. Mrs. Mason, sa nourrice, a juré de ne le quitter ni la nuit ni le jour, et je puis avoir en elle une confiance absolue. Je suis moins tranquille pour le pauvre petit Jack, qui 2 fois déjà, comme je vous le disais dans ma lettre, a été de la part de ma femme l'objet de graves sévices. Elle ne l'a jamais blessé. Non, mais elle l'a battu affreusement, chose d'autant plus terrible qu'il est infirme et inoffensif. Les traits durcis de Fergusson s'adoucissaient tandis qu'il parlait du petit garçon. Il semblerait que la triste condition d'un être si jeune dût émouvoir la pitié de tout le monde. D'une chute qu'il a faite dans sa première enfance, il a gardé une déviation de la colonne vertébrale, Monsieur Holmes. Mais c'est un cœur si chaud, si expansif. Holmes chercha sur sa table la lettre de la veille et après l'avoir relue. « Combien êtes-vous de personnes chez vous, Monsieur Fergusson ?»« Il y a 2 domestiques, entrés récemment à notre service, un garçon d'écurie, Michael, qui couche dans la maison, ma femme, moi, mon fils aîné Jack, le bébé, Dolores et Mrs. Mason. C'est tout. Je présume que lors de votre mariage, vous ne connaissiez que depuis peu votre femme. Seulement depuis quelques semaines. Et depuis quand avait-elle cette Dolores auprès d'elle? Depuis plusieurs années. Donc, cette Dolores connaîtrait son caractère mieux que vous. N'en doutez pas. Holmes griffonna une note. Je crois, dit-il, que je serais plus utile à Lumberley qu'ici. C'est le cas ou jamais de faire une enquête personnelle.
Votre femme ne sortant pas de sa chambre, notre présence ne saurait ni la déranger, ni l'ennuyer. D'ailleurs, nous logerons à l'hôtel. » Fergusson fit un geste de soulagement. « Je n'en attendais pas moins de vous, monsieur Holmes. Si vous pouvez venir, il y a un train des plus commodes qui part à 2 heures de la gare de Victoria. Nous viendrons. Les affaires me laissant actuellement un peu de répit, je me trouve donc en mesure de me consacrer à vous sans partage. Et il va de soi que Watson nous accompagne. Mais il y a un ou deux points que je voudrais nettement établir avant de me mettre en route. Votre malheureuse femme, autant qu'il ressort de vos déclarations, se serait livrée à des voies de fait non seulement sur votre enfant, mais sur le sien, oui. Et ces voies de fait, n'est-ce pas, suivant qu'elles s'exerçaient sur l'un ou sur l'autre, prenaient des formes différentes. Elle a battu votre petit garçon, une fois avec une canne, une autre fois très brutalement avec la main. Et vous n'avez obtenu d'elle aucune justification de ses actes, aucune. Elle m'a seulement dit qu'elle détestait l'enfant. C'est un genre de haine assez commun chez les belles-mères, une sorte de jalousie posthume. Votre femme est-elle d'un naturel jaloux? Très jaloux. Jaloux de toute la force que donne à l'amour un tempérament des tropiques. Mais votre petit garçon, il a 15 ans, je crois. Comprimé dans son corps, il a pu beaucoup se développer du côté de l'intelligence. Vous a-t-il expliqué, lui, les violences dont il était victime? Il m'a toujours affirmé qu'il n'avait pas de cause. Votre femme et lui étaient-ils bons amis à d'autres moments? Jamais il n'y a eu de sympathie entre eux. Et cependant il est affectueux. Pas de fils plus attaché à son père. Ma vie est sa vie même. Il est comme absorbé par la moindre de mes paroles, le moindre de mes gestes. Holmes traça encore quelques lignes, puis il demeura une minute perdu dans ses pensées. Nul doute que votre enfant et vous ne fussiez deux camarades avant votre second mariage. Vous étiez, n'est-ce pas, étroitement unis l'un à l'autre, étroitement. Et sans doute, affectueux comme il l'est, il reste fidèle à la mémoire de sa mère, jusqu'à lui rendre un culte. Ce doit être un enfant bien intéressant. Mais encore une question, relative aux violences de votre femme. Celles qu'elle exerça sur le bébé coïncidèrent-elles avec celles qu'elle exerça sur votre fils? Une fois, la première. Il semblait ce jour-là qu'elle eut à subir sur tous les deux une crise de rage. Au contraire, Jack eut seul à souffrir la deuxième fois. Mrs. Mason ne me fit pas de plainte pour le bébé. Voilà qui complique les choses. Je ne vous suis pas, monsieur Holmes. C'est bien possible. On se fait des théories provisoires. Et le temps où une meilleure information se charge de les mettre en pièces. Fâcheuse habitude, monsieur Fergusson. Mais la nature est faible. Je crains que mon ami Watson ne m'ait donné une opinion trop haute de mes méthodes scientifiques. Néanmoins, dans l'état présent des choses, le problème ne me paraît pas insoluble. Comptez sur nous pour demain 2 heures, gare de Victoria. C'est par une brumeuse soirée de novembre qu'ayant laissé nos bagages à l'hôtellerie des Checkers à Limborley, nous nous engageâmes dans un sentier argileux du Sussex, dont les longs circuits nous menèrent enfin à l'antique et solitaire maison de campagne qu'habitait Fergusson. La demeure était vaste, irrégulière, très vieille au centre, toute neuve aux ailes, avec d'imposantes cheminées de style Tudor et des toits surélevés dont le lichen mouchetait les ardoises. Les degrés de l'entrée s'étaient creusés sous les pas. Un rébus à 2 cygnes, dont l'un était un fromage et l'autre un homme, figurait sur les carreaux du porche le nom du constructeur. À l'intérieur, de grosses poutres de chêne fronçaient les plafonds. Les parquets offraient de brusques affaissements. Il semblait qu'on respirât partout la vétusté, la décrépitude. Il y avait une grande chambre centrale où Fergusson nous introduisit. Là, dans une immense cheminée du temps jadis, dont la plaque de fer portait la date de 1670, brûlait en crachotant un splendide feu de bûche. La pièce, cependant, que j'y promenais les yeux, m'apparaissait comme un tohu-bohu de lieu et d'époque. Les murs, lambrissés jusqu'à mi-hauteur, étaient ceux qu'avait pu contempler le premier propriétaire au XVIIe siècle, mais ils étaient ornés, à la partie inférieure, d'une rangée d'aquarelles modernes réunies avec goût. Au-dessus, à l'endroit où le plâtre se substituait à la boiserie, était disposée une belle collection d'armes et d'ustensiles sud-américains, évidemment apportés par la maîtresse actuelle du logis. Holmes se leva, dans un de ces élans où se trahissait à tout propos l'agilité de son esprit, et durant un instant, il examina d'assez près les armes et les ustensiles, puis il s'en retourna, l'œil chargé de pensées.
Oh, fit-il soudain. Oh, oh. Un épagnol, qui jusqu'alors s'était tenu tapis au fond d'un panier, dans un coin, venait de se lever et lentement s'avançait vers son maître. Il marchait avec peine. Son train d'arrière se mouvait de façon irrégulière, sa queue traînait sur le sol, il se mit à lécher la main de Fergusson. « Qu'avez-vous, monsieur Holmes ?»« La vue de ce chien m'a surpris. De quel mal est-il atteint ?»« C'est ce que le vétérinaire se demande. On dirait de la paralysie, déterminée, à ce qu'il semble, par une méningite cérébrospinale. Mais cela passe. Bientôt le pauvre animal ira mieux. N'est-ce pas que bientôt vous irez mieux, Carlo ?» Le chien agita faiblement la queue en signe d'assentiment. Ses yeux tristes allèrent de son maître à Holmes et à moi-même. Il savait que nous discutions sur son cas. Cela lui est venu tout d'un coup, dans une nuit. Il y a combien de temps ? 4 mois environ. Bizarre, très bizarre. Qui voyez-vous donc, monsieur Holmes ? Une confirmation de ce que je pense. Mais pardieu, quoi encore ? Que pensez-vous ? Pour vous, ce n'est peut-être qu'une énigme à déchiffrer. Pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Ma femme suspecte de crime, l'existence de mon fils menacée. Ne jouez pas avec moi, monsieur Holmes, c'est trop grave, trop effroyable. Le grand 3/4 de rugby tremblait de tous ses membres. Holmes, pour le calmer, lui prit doucement le bras. Quelle que doive être la solution de cette affaire, monsieur Fergusson, je crains qu'elle nous soit douloureuse. Je voudrais vous épargner autant que possible. Dispensez-moi de vous en dire davantage. J'espère ne pas quitter cette maison sans vous avoir fourni un résultat. Le ciel vous entende. Si vous voulez bien m'excuser, messieurs, je vais monter chez ma femme pour voir s'il n'est rien survenu de nouveau. Holmes mit à profit les quelques minutes que dura l'absence de Fergusson pour examiner en détail les curiosités péruviennes qui garnissaient le mur. Quand reparut notre hôte, on voyait à son air abattu que l'affaire n'avait fait pour lui aucun progrès. Il était accompagné d'une grande et svelte jeune fille très brune. « Le thé est prêt, Dolores, lui dit-il. Veillez à ce que votre maîtresse ait tout ce qu'elle désire. »« Elle est bien malade, s'écria la jeune fille, en considérant son maître avec indignation. Elle est bien malade. Ce n'est pas de nourriture, c'est d'un médecin qu'elle a besoin. J'ai peur de rester seul avec elle sans un médecin. » Fergusson leva sur moi des yeux qui m'interrogeaient. « Je serais, lui dis-je, trop heureux, demande-t-il. Votre maîtresse voudra-t-elle voir le docteur Watson ? Je n'ai pas à consulter ma maîtresse, elle a besoin d'un médecin. J'en ai un, je l'emmène. Eh bien, allons, lui dis-je. Je la suivis frémissante d'émotion dans l'escalier, puis le long d'un corridor ancien, à l'extrémité duquel se trouvait une porte massive bardée de fer. Et je me dis que Fergusson, s'il voulait s'introduire de force chez sa femme, n'y parviendrait pas aisément. La jeune fille tira une clé de sa poche, le lourd battant cria sur ses gonds, j'entrai, elle entra vivement derrière moi et verrouilla la porte. Dans le lit, une femme était couchée, en proie visiblement à la fièvre. Elle n'avait qu'à demi sa connaissance. Pourtant, quand je m'approchai, elle fixa sur moi 2 beaux yeux pleins de frayeur. La vue d'un étranger la soulagea probablement, car elle poussa un soupir et sa tête retomba sur l'oreiller. Je lui adressai quelques paroles rassurantes. Elle ne bougea pas, tandis que je lui tâtais le pouls et que je prenais la température. Le pouls était très tendu, la température très haute. J'eus l'impression que c'était le fait plutôt d'une extrême surexcitation mentale et nerveuse que d'une vraie maladie. Elle est comme cela depuis 2 jours, je crains qu'elle ne meure. La femme tourna vers moi son visage qu'empourprait le feu intérieur. « Où est mon mari ?» me demanda-t-elle. « En bas, et il voudrait vous voir, » lui répondis-je. « Mais moi je ne veux pas le voir, je ne le verrai pas. » Puis il me sembla qu'elle battait la campagne. « Un démon, qu'ai-je à faire avec un démon ? Pourrais-je, en quelque manière, vous rendre service ? Non, personne ne peut me rendre service. C'est fini, tout est détruit. Quoi que je fasse, tout est détruit. » D'étranges imaginations devaient l'obséder. Je ne me représentais guère l'honnête Fergusson dans le rôle d'un démon. « Madame, lui répliquai-je, je sais que votre mari vous aime et qu'il est profondément affecté de ce qui se passe. » Elle attacha de nouveau sur moi ses yeux magnifiques. « Il m'aime ? Eh bien, ne l'aimais-je pas aussi ? Ne l'aimais-je pas jusqu'à me sacrifier plutôt que de lui briser le cœur ? Car moi, c'est à ce point que je l'aime, et malgré cela, il a pu penser, il a pu dire. Il est accablé de chagrin, mais il n'arrive pas à comprendre. Non,
Il n'arrive pas à comprendre, mais il devrait avoir confiance. Vous ne voulez pas le voir, suggérai-je. Non, non. Comment oublierais-je les mots qu'il a prononcés? Comment le regarderais-je en face? Je ne veux pas le voir. Retirez-vous. Vous ne pouvez rien pour moi. Dites-lui seulement une chose. Il me faut mon enfant. J'ai droit à mon enfant. C'est tout ce que je veux qu'il sache. Et s'étant retournée contre la muraille, elle se tut. Je redescendis dans la pièce du bas. Fergusson et Holmes m'y avaient attendu près du feu. Fergusson écouta d'un air sombre le récit que je lui fis de mon entretien avec sa femme. « Lui envoyer l'enfant, me dit-il. Voyons, est-ce possible? Sais-je à quelle impulsion maladive elle serait capable de céder? Ne me rappelais-je pas ce sang qui lui teignait les lèvres quand elle se remit debout au chevet du petit ?» Et Fergusson frissonna à l'évocation de l'horrible scène. L'enfant est en sûreté près de Mrs. Mason, il doit rester avec elle. Une soubrette du dernier style, qui était bien ce qu'il y avait de plus anachronique dans cette maison, venait d'apporter le thé. Comme elle disposait la table, un jeune garçon entra. Il était de l'aspect le plus remarquable, pâle, blond, avec des yeux bleu clair, mobile et passionné, où s'allumait une flamme d'émotion et de joie sitôt qu'il se posait sur son père. S'élançant vers Fergusson, il lui jeta les 2 bras autour du cou avec le touchant abandon d'une jeune fille. « Oh, papa !» s'écria-t-il. « J'ignorais que vous fussiez déjà de retour. Je serais venu tout de suite. Je suis si heureux de vous voir. » Fergusson, un peu embarrassé, se dégagea doucement. « Mon cher petit, dit-il, en flattant d'une main attendrie la tête blonde, je suis rentré de bonne heure parce que j'ai pu décider mes amis, M. Holmes et le docteur Watson, à venir passer la soirée avec nous. M. Holmes, c'est le détective, oui. » L'enfant fixa sur nous un œil pénétrant qui ne laissa pas de me paraître hostile. « Et le bébé, M. Fergusson, dit Holmes, ne pourrions-nous faire sa connaissance? » Demandez à Mrs. Mason de descendre avec le bébé, dit Fergusson à son fils. L'enfant sortit. Et son allure gauche, la façon dont il traînait le pas, manifestait à mes yeux de médecin la faiblesse de l'épine dorsale. Il ne tarda pas à reparaître en même temps qu'une femme de grande taille, maigre, qui portait un très beau bébé aux prunelles noires, aux cheveux d'or, merveilleux alliage de saxon et de latin. Évidemment, Fergusson adorait cet enfant, car il le prit sur ses genoux et le couvrit de caresses. « Songez, murmura-t-il, les yeux fixés sur la petite cicatrice de la gorge, songez qu'on puisse avoir le cœur de lui faire du mal. » Par hasard, à ce moment, je regardai Holmes. Son visage marquait une attention singulière. On lui dit, tant il était rigide, sculpté dans du vieil ivoire. Ses yeux, détournés du groupe que formaient le père et le bébé, étaient comme rivés sur quelque chose à l'extrémité opposée de la pièce. Je pensais qu'il regardait, par la fenêtre, le jardin mélancolique où s'égouttaient les arbres. Un volet à demi-clos masquait en partie la vue. Pourtant, c'était bien la fenêtre qui captivait ainsi le regard de Holmes. Enfin, il sourit, revint au bébé, examina dans le plus grand silence la blessure du cou et serrant l'un des petits poignets qui agitaient devant lui leur fossette. « Au revoir, mon bonhomme. Vous faites un drôle de début dans la vie. Nourrice, j'aurais 2 mots à vous dire. » Il prit à part la nourrice et l'entretint quelques minutes sur un ton très animé. Je ne saisis que ces dernières paroles. « Vous serez bientôt, j'espère, délivré de vos angoisses. » Après quoi, la femme, qui semblait une créature morose et peu communicative, emporta le bébé. « Quel genre de personne est Mrs. Mason ?» demanda-t-il. « Les dehors, comme vous pouvez voir, ne préviennent pas en sa faveur, mais elle a un cœur d'or et un dévouement à toute épreuve. Est-ce que vous l'aimez, Jack ?» Holmes s'était retourné subitement vers le jeune garçon qui changea de visage et hocha la tête. « Jack a des amitiés et des inimitiés très vives, dit Fergusson, en entourant du bras la taille de son fils. « Heureusement, je suis du nombre de ces amitiés. » L'enfant, avec un ronron de joie, se blottissait contre son père. « Allez maintenant, Jackie. » Et Fergusson, après lui avoir rendu la liberté, le suivit d'un regard ému jusqu'à la porte. « Vraiment, monsieur Holmes, reprit-il ensuite, je crains de vous avoir lancé dans une folle entreprise. Que pouvez-vous faire pour moi sauf m'accorder votre sympathie? L'affaire vous paraît, j'en suis sûr, infiniment délicate et complexe. »« Délicate, elle l'est sans contredit, » répliqua mon ami en souriant. « Mais jusqu'à présent, elle ne me frappe point par sa complexité. C'est un cas de déduction intellectuelle et,
quand la déduction intellectuelle se trouve confirmée de point en point par un certain nombre d'incidents indépendants, le subjectif devient alors l'objectif. On peut se flatter de toucher au but. Dans le fait, j'y touchais dès avant notre départ de Baker Street. Tout le reste n'a été qu'observation et enregistrement de preuves. Fergusson passa la main dans les plis de son front. « Pour l'amour de Dieu, Holmes, fit-il d'une voix rauque, si la vérité vous est connue, ne me tenez pas en suspens. Comment attendrai-je encore? Peu importe la façon dont vous l'avez découverte. Certainement, je vous dois une explication et vous l'aurez. Mais voulez-vous me permettre de mener l'affaire à ma guise? Mrs. Fergusson est-elle en état de nous recevoir, Watson? Elle est malade, mais elle a toute sa tête. Très bien. C'est seulement en sa présence que nous éclaircirons définitivement les choses. Montons. Elle ne voudra pas me voir, s'écria Fergusson. Mais si, mais si. Holmes traça rapidement quelques lignes sur un bout de papier. Vous, du moins, Watson, vous avez accès chez elle. Voulez-vous être assez aimable pour lui remettre ce mot? Je remontais. Je remis le mot à Dolores, qui avait précautionneusement entrebâillé la porte. La minute d'après, il m'arrivait de l'intérieur un grand cri, où la joie se confondait, me sembla-t-il, avec la surprise, et Dolores revint. « Elle les verra, dit-elle, elle les écoutera. » J'appelai Fergusson et Holmes, ils arrivèrent. Comme nous entrions dans la chambre, Fergusson fit un pas ou deux vers sa femme, qui s'était relevée dans le lit. Mais elle fit un geste qui l'arrêta. Il se laissa tomber dans un fauteuil. Holmes s'assit près de lui, après avoir salué Mrs. Fergusson. Elle le regardait avec des yeux écarquillés. « Nous pourrions, dit-il, nous passer de mademoiselle Dolores. Vous préférez qu'elle reste? Parfait. Je n'y vois pas d'empêchement, madame. Je suis, monsieur Fergusson, un homme très sollicité, très occupé, qui doit, par conséquent, user de méthodes brèves et directes. Au surplus, en matière de chirurgie, l'opération la plus rapide est la moins pénible. Sachez donc, pour l'apaisement de votre esprit, que votre femme est la meilleure des femmes, la plus affectueuse, et qu'elle subit un traitement bien immérité. » Fergusson bondit en s'exclamant. « Prouvez-le-moi, monsieur Holmes, et je vous devrai une éternelle reconnaissance. » « Pour vous le prouver, il me faudra vous blesser, et vous blesser profondément un autre endroit du cœur. Qu'importe si vous innocentez ma femme, comparé à cela, rien au monde ne m'est rien. Laissez-moi donc vous dire le raisonnement que je fis quand je vous ai écouté lors de notre visite à Baker Street. L'idée d'un cas de vampirisme était ridicule. Le vampirisme n'entre point dans les usages criminels en Angleterre. Cependant, vous m'apportiez une observation précise. Vous aviez vu votre femme agenouillée devant le berceau du bébé, sans relever précipitamment votre entrée avec du sang aux lèvres. Oui. Et il ne vous va pas la pensée qu'on pouvait sucer une blessure à d'autres fins que de boire du sang. L'histoire d'Angleterre ne cite-t-elle pas une reine qui, pour sauver un blessé, aspira ainsi du poison? Du poison. Une partie de votre famille, de votre personnel, est sud-américaine. Je devinais d'instinct, avant de l'avoir vérifié, la présence de ces armes sur votre mur. Le poison pouvait venir d'ailleurs, mais j'eus tout de suite l'idée qu'il venait de là. Quand j'aperçus, à côté du grand arc de chasse, ce petit carquois vide, je ne m'étonnai pas, je m'attendais à le voir. Que votre bébé fût piqué avec une de ces flèches imprégnées de curare ou de quelque autre substance diabolique, il en mourrait fatalement si le poison n'était aspiré hors de la plaie. Et le chien? N'était-il pas indiqué qu'avant de recourir à un poison de ce genre, on s'assura qu'il avait gardé son efficacité? Je n'avais pas prévu l'incident du chien. Il s'ajoutait à ma reconstitution. Il m'éclaira. Comprenez-vous maintenant? Votre femme redoutait un attentat. Elle en fut témoin et sauva la vie du bébé. Pourtant elle trembla de vous dire la vérité. Elle savait combien vous aimiez votre petit garçon. Elle eut peur de vous porter un coup funeste. Jackie? J'ai observé l'enfant tout à l'heure pendant que vous caressiez son jeune frère. Son visage se reflétait dans une glace de la fenêtre sur laquelle le volet faisait un fond obscur. J'y vis une jalousie, une haine, une cruauté que j'ai rarement vue sur un visage d'homme. Mon Jackie? Du courage, monsieur Fergusson. Ce qui arrive est d'autant plus triste que l'acte de votre fils a eu pour cause déterminante une perversion du cœur, une exagération, poussée jusqu'à la manie, de son amour pour vous et peut-être aussi pour sa mère morte.
Il se consume de haine pour ce bébé superbe, dont la beauté et la santé contrastent avec sa propre infirmité. Dieu juste, est-ce croyable? Me trompais-je, madame? Mrs. Fergusson sanglotait, le visage enfoui dans ses oreillers. Est-ce que je pouvais parler, Bob? Je devinais le chagrin terrible que j'allais vous faire. Mieux valait attendre, et que la révélation vous vînt d'une autre bouche que la mienne. Mon bonheur fut grand, quand ce monsieur, qui semblait doué de pouvoirs magiques, m'écrivit qu'il savait tout. Je prescrirais volontiers à Master Jackie un séjour d'1 an au bord de la mer, dit Holmes en se levant. Madame, ajouta-t-il, un seul point reste encore obscur dans cette affaire. Nous comprenons fort bien vos violences à l'égard de Master Jackie. La patience d'une mère a des bornes. Mais comment avez-vous osé laisser votre bébé pendant ces 2 derniers jours? J'avais prévenu Mrs. Mason. C'est bien ce que je pensais. Fergusson suffoquait, debout près du lit, tendant et crispant les mains. Je crois qu'il est temps de nous retirer, Watson, me dit Holmes à l'oreille. Prenez par un bras la trop fidèle Dolorès, je la prendrai par l'autre. Et quand nous fûmes sortis, referma la porte. Nous n'avons plus qu'à laisser les époux s'arranger entre eux. Ainsi s'achève La Vampire par Arthur Conan Doyle,